Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 92. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'algèbre linéaire qui pourrait s'attaquer plutôt en deuxième année de classe préparatoire pour avoir suffisamment de recul sur les notions d'espace pré-hilbertien. L'énoncé est le suivant. Nous avons E muni d'un produit scalaire qui donne ensemble un R espace pré-hilbertien de dimension ici supposée égale à n, supérieure ou égale à 1, donc dimension finie. Nous avons une norme associée au produit scalaire et puis nous allons considérer une base orthonormale E1, En de E et considérer une famille F1, Fn qui vont se trouver être des perturbations de la base de départ, c'est-à-dire qu'on va s'amuser à juste bouger un tantinet les vecteurs de la base orthonormale de départ pour construire une nouvelle famille. Donc là, par contre, la seule restriction qu'on va se donner, c'est que chacun des vecteurs qu'on aura obtenu en bougeant un tout petit peu les vecteurs de la base au départ se trouve à une distance d'au plus 1 sur racine de n, et attention, on n'a pas le droit d'être égal à une distance de 1 sur racine de n. Et on aimerait alors montrer que les F1, Fn forment finalement une base de E. Donc ça signifie que si on perturbe un tout petit peu les vecteurs de la base orthonormale qu'on a, eh bien on reste avec une base. Donc ça, on va se retrouver avec une nouvelle base. Je trouve que c'est un exercice assez joli, ça a été proposé en commentaire d'une de mes vidéos, notamment de mes vidéos short, que vous allez voir apparaître à l'écran. Je trouve que c'était un joli énoncé. Alors il était énoncé dans un cadre où on travaillait avec E comme étant égal à Rn, et la base orthonormale, c'était pas n'importe quelle base orthonormale, on travaille avec une base canonique. Mais en fait, on peut généraliser complètement l'énoncé, et c'est ce que je vous propose ici de faire. Cet exercice, donc comme je l'ai dit, peut s'attaquer plutôt en deuxième année de classe préparatoire, éventuellement en première année de classe préparatoire, plutôt peut-être dans la période des vacances, parce que bon, bah voilà, il faut avoir suffisamment de recul sur les espaces pré-hilbertiens pour pouvoir attaquer ce genre d'exercice. Donc bon, je préférais qu'on l'attaque plutôt en deuxième année de classe préparatoire parce que les espaces pré-hilbertiens, c'est quelque chose qu'on voit plutôt en fin d'année, de première année de classe préparatoire. Donc bon voilà, en fin de première année, on n'a pas encore suffisamment de recul, je pense, sur les espaces pré-hilbertiens pour pouvoir attaquer ce genre d'exercice. Mais bon, si ça vous intéresse en tant que première année d'attaquer cet exercice, libre à vous de le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Donc je trouve cet énoncé d'exercice assez intriguant, assez intéressant, et je me suis dit pourquoi pas vous le proposer en exercice. Donc je ne vais pas ajouter de choses concernant cet exercice pour l'instant, vous allez voir avec moi la beauté de cet exercice, et je vais vous inviter dès maintenant à faire une première pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice, essayer d'avoir des premières idées par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, alors bon, j'espère que vous avez eu de bonnes idées, et je vais vous donner une idée. En fait, je vais vous demander de démontrer un lemme. Un lemme un peu particulier, mais un lemme qui va nous permettre de résoudre l'exercice. Le lemme va être le suivant. Un petit lemme technique. Je vais prendre H, un hyperplan, donc soit H, un hyperplan de E. Ok. On est toujours dans le contexte de l'exercice, c'est-à-dire qu'on a toujours notre base orthonormale E1, En. La chose que j'aimerais qu'on démontre, c'est la suivante. Montrer qu'il existe un I, compris entre 1 et n, tel que la distance entre EI et l'hyperplan, eh bien, elle est supérieure ou égale à 1 sur racine de n. Voilà le lemme que je vous propose. Alors comment on pourrait penser à cette idée d'hyperplan? Alors dans ce cas-là, je vais vous spoiler en quoi un petit peu ce lemme va être utile. Il va être utile en disant, en fait on va essayer de raisonner par l'absurde et supposer que les F1 Fn ne forment pas une base. S'ils ne forment pas une base, ça forme une famille liée, et si ça forme une famille liée, ça veut dire que la dimension de l'espace qu'ils engendrent est inférieure stricte à la dimension de l'espace en tout, donc c'est-à-dire dimension n. Et par conséquent, les vecteurs appartiennent tous à un même hyperplan. Et donc, si le lemme que je viens de donner est vrai, on va pouvoir conclure que dans ce cas-là, les inégalités qu'on a fixées pour nos vecteurs F1, Fn ne pourra pas être respectées. Et bien voilà, c'est donc ça l'enjeu du lemme que je vous propose de démontrer. Ça va nous permettre d'avancer dans une preuve par l'absurde pour démontrer le résultat que l'on souhaite. Bon, maintenant que je vous ai spoilé là-dessus, il va falloir démontrer ce lemme. Et je vous invite à nouveau à faire une pause sur la vidéo pour essayer de démontrer ce lemme avant que je vous dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est quand même un très joli exercice à faire.
Donc, pour se lancer, on va commencer par utiliser un résultat qu'on a vu il n'y a pas très longtemps en Exocode. C'était le petit Exocode qui précède cette vidéo, le petit Exocode 84. Car je vous rappelle, donc, le petit Exocode 84, il vous dit quoi? Il vous dit que n'importe quelle forme linéaire sur un espace préhertzien de dimension finie peut être représentée à l'aide d'un produit scalaire. Alors permettez-moi d'amener les choses pour pouvoir utiliser le résultat. Donc c'est le théorème de représentation de Riesz que je vais utiliser. Version affaiblie, certes, mais c'est quand même ce théorème. Donc, si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil à ce résultat, allez-y, je vous y invite fortement. Donc, j'ai un hyperplan. Donc H est un hyperplan. Comme H est un hyperplan, ça veut dire qu'il existe une forme linéaire non nulle. Donc une forme linéaire, ça veut dire une application linéaire qui va de E vers R, c'est-à-dire une fonction qui appartient au dual de E. Ok, donc je vais le noter comme ça, E étoile. Tel que, H, c'est en fait le noyau de phi. Et maintenant que j'ai fait introduire une forme linéaire, je peux donc affirmer la chose suivante pour n'importe quel phi. Donc là, le phi, il est déjà là. Il existe un unique vecteur y. C'est là où j'utilise le résultat du petit Exocode 84. Il existe un unique vecteur y dans E, tel que pour n'importe quel x dans E, on va avoir phi de x qui est égal au produit scalaire de y avec x. Vous pourrez constater que le vecteur y que j'ai choisi, on peut le choisir en normé. On peut le normaliser. En effet, là, le choix de la forme linéaire, on demande à ce que le noyau ce soit H. Une fois qu'on a une forme linéaire, rien ne nous empêche de multiplier par une certaine constante pour se ramener à un cas où y serait normé. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc très bien, je vais, donc quitte à multiplier par un scalaire, et ce scalaire, je pense que vous le sentez venir, c'est en fait la norme de y, peut-être la norme au carré, si je dis pas de bêtises, je vérifie 2 secondes. Non, c'est bien juste la norme de y. Okay. Donc quitte à multiplier par la norme de y, on peut normaliser le vecteur y. Donc ça veut dire supposer que la norme de y est égale à 1. Donc là, c'est pas multiplié, mais c'est pas multiplié, ça aurait été divisé, j'aurais dû dire, donc c'est multiplié par 1 sur la norme de y, bien sûr. Ok, et puis comme l'hyperplan, c'est pas tout l'espace, bien sûr, la forme linéaire ici, elle est bien sûr non nulle, qu'on soit bien d'accord avec ça. Donc il n'y a pas de problème, le y qui est en jeu est un vecteur non nul. Bien, alors maintenant que j'ai dit ça, à quoi est-ce que ça va servir, en fait, d'avoir amené ce résultat? Eh bien, le fait d'avoir amené ce résultat me permet d'affirmer qu'on a une orthogonalité entre H et vecte de Y. Donc en fait, on a l'espace entier qui peut s'écrire comme H en somme directe orthogonale avec, finalement, le vecte de Y. Et grâce à ça, on peut réécrire autrement le calcul de la distance entre EI et en fait, l'hyperplan. La distance de EI avec l'hyperplan, eh bien, il vous suffit de décomposer EI en un élément qui est dans H avec un élément qui est dans vecte de Y. Et donc, si vous amusez à regarder la distance minimale que vous pouvez obtenir, vous allez vous rendre compte que cette distance, ça va être exactement le produit scalaire de EI avec Y. En valeur absolue. D'accord? Si vous préférez, c'est la distance donc du projeté orthogonal de EI. Donc en fait c'est la norme si vous préférez, donc ça peut se comprendre comme ça. C'est donc le projeté orthogonal de EI sur Y, sur vecte de Y. C'est ça en fait la distance qui va, c'est ça qui va vous donner la distance entre H et le vecteur EI. Ok? Vraiment de manière alors j'hésite si je le fais le dessin, je pense que ça va être un peu compliqué de vous faire un dessin bien clair, mais je le ferai peut-être à la fin, mais pour l'instant, vraiment c'est cette idée de projeté orthogonal qu'on est en train de faire. Donc, maintenant que j'ai ça, il y a un autre truc que je peux affirmer, je sais que la norme de Y, c'est 1. Donc ça veut dire que si je fais la norme de Y au carré, c'est encore une fois 1.
Mais la norme de y au carré, bah y je peux l'écrire en fonction de la base sur laquelle je travaille, à la base des E1EN. Et si je l'écris en fonction de cette base, eh ben je peux l'écrire en fonction donc des produits scalaires de y avec EI. Donc ça veut dire que ce truc-là, bah, si on y réfléchit un peu, c'est la même chose que la somme des produits scalaires de y avec EI au carré. Donc i allant de 1 à n. C'est pas très difficile de le démontrer, hein. Le produit, en fait ça vient du produit scalaire usuel, et quand vous faites le produit scalaire usuel, vous allez vous retrouver à faire yi au carré, la somme des yi au carré, si les yi sont les composantes devant les ei. Mais ces composantes, on les obtient en faisant des produits scalaires comme celui-ci. D'accord? Donc je fais juste la remarque que le vecteur y s'écrit somme des produits scalaires de y avec ei fois ei. Alors 1 à n. D'accord, et si je développe complètement ce truc, sachant que EI scalaire EJ, ça fait 0 si I est différent de J, et ça fait 1 si I égale J, je vais me retrouver avec exactement ce truc-là. Ok. Voilà, très bien. Et ça, qu'est-ce que je viens de dire? Je viens de dire que ça, au carré, c'est donc la distance de ce truc-là au carré. Mais la distance au carré, j'ai supposé que là, on peut s'amuser à faire un truc par l'absurde maintenant. Si je suppose que la distance des EIH est inférieure stricte à 1 sur racine de n pour tout i, je vais avoir un problème. Par l'absurde. Si pour la distance entre EI et H est inférieure stricte à 1 sur racine de n, d'accord, ça va vouloir impliquer que ça va impliquer que 1, qui est la norme de y au carré, qui est égale à la somme des i allant de 1 à n des finalement distances de EI avec h au carré, ça va être inférieur ou égal à la somme pour i allant de 1 à n des 1 sur n. Je mets au carré l'inégalité que j'ai juste au-dessus, et ça va me donner, alors c'est inférieur strict, ça c'est important, ça va me donner la somme des 1 sur n. Puisque 1 sur racine de n au carré, ça fait 1 sur n. Et la somme des 1 sur n, ça donne 1. Donc j'arrive à la conclusion, si je suppose que ceci est vrai, j'arrive à la conclusion que 1 est inférieur strict à 1. Contradiction. Donc on conclut qu'il existe bien un i dans les valeurs entre 1 et n, tel que la distance entre ei et h est supérieure ou égale à racine de n. Donc voilà, on vient de démontrer le lemme est donc vrai. Et maintenant, je vous invite à faire à nouveau une pause pour essayer de démontrer le résultat de cet exercice en utilisant le lemme technique par vous-même. Donc à nouveau, je vous invite à faire une pause dès maintenant pour essayer par vous-même de conclure et de démontrer le résultat souhaité. Ok, j'espère que vous aurez essayé, je trouve que c'est un très joli exercice. Hop. Et encore une fois, merci de m'avoir partagé cet exercice. Hop. Bien. Alors maintenant, on va utiliser le lemme. Une preuve, exercice, de l'exercice. Ok. Eh bien, je vais supposer par l'absurde que les F1 Fn, je vous avais un peu divulgaché la chose, on va supposer que les F1 Fn forment une famille liée. Donc, supposons par l'absurde que les F1 Fn sont liés. Si les F1 Fn sont liés, ça veut dire que l'espace vectoriel engendré par les F1 Fn donne un espace de dimension strictement inférieur à n. Et par conséquent, il existe un hyperplan qui les contient. H hyperplan qui contient ce vecteur. Et donc les FI finalement. Ok, maintenant, si j'utilise le lemme, j'ai donc mon hyperplan et je peux affirmer, puisque j'ai une base orthonormale, encore une fois, je peux affirmer qu'il existe un i pour lequel la distance entre e et h est supérieure à 1 sur racine de n. Donc d'après le lemme,
il existe un I dans un N, tel que la distance entre EI et H est supérieure ou égale à 1 sur racine de N. Mais si je regarde plus particulièrement ce que vaut la norme de FI avec EI, eh bien la distance, c'est justement le minimum des distances qu'on peut avoir entre EI et un vecteur de H. Donc ça veut dire que ce truc-là, il est supérieur ou égal à la distance entre EI et H. Et cette distance, on vient de dire par le lemme que ça doit être supérieur à 1 sur racine de N. Or, par hypothèse, nous avons supposé que les FI ne sont pas si éloignés des EI, que la distance entre FI et EI est inférieure stricte à racine de N. Ce qui nous amène alors avec une contradiction sur l'hypothèse de base. C'est-à-dire le fait que la norme de FI moins EI est inférieure stricte à 1 sur racine de N. On a donc une contradiction, et donc on peut conclure, hein, si on remonte un tout petit peu où est-ce que se trouvait la dernière hypothèse, la dernière hypothèse qu'on a faite, c'était le fait que les FI sont liés. Bon, ça veut dire que les FI forment une famille libre. F1, Fn est libre, et comme c'est une famille libre maximale, alors on peut affirmer que c'est une base de E, car je vous rappelle que la dimension de E c'est N. C'est exactement le bon nombre de vecteurs. Et bien voilà, on a donc terminé l'exercice. Voilà, alors c'est un exercice assez court, hein, vous serez d'accord avec moi, mais c'est parce qu'il a fallu beaucoup de temps pour avoir le recul nécessaire pour comprendre comment on pouvait attaquer cet exercice de manière vraiment assez générale. Et donc juste pour vous montrer un petit peu ce que j'ai expliqué en vous disant, oui, la distance de EI avec H, c'est exactement la longueur, le produit scalaire avec Y. Donc juste pour vous faire cette image, parce que je l'ai laissé de côté, mais j'ai envie quand même de le faire, cette image. Donc, ça, c'est mon plan. Disons, ça, c'est la droite avec laquelle j'ai une perpendicularité. Tac, voilà. Et donc, si vous voulez déterminer la distance d'un point quelconque, ok, la distance d'un point quelconque, vous allez l'avoir en faisant l'orthogonale au plan. Donc, vous allez faire une droite parallèle à la droite qui vous intéresse, et de façon à ce que ce soit donc perpendiculaire à l'hyperplan. Ok. Et donc, comment on fait pour calculer la distance qui se trouve ici? C'est exactement déterminer le projeté orthogonal de EI sur la droite. Donc c'est le projeté, moi je l'ai mal écrit, normalement généralement on l'écrit plutôt comme ça, le projeté sur la droite D orthogonale. Voilà. Donc c'est le projeté orthogonal sur la droite D, et puis finalement la distance, ça va être exactement la norme de ce projeté orthogonal. Mais la norme de ce projeté orthogonal, et sachant que ce dessin peut se généraliser, hein, là j'ai fait une droite avec un hyperplan, mais ça peut généraliser à deux espaces orthogonaux, hein, bien sûr, de manière un peu plus forte. Et donc pour calculer ce projeté comme on fait, on doit prendre une base normalement orthonormale de l'espace sur lequel on fait le projeté. Donc ici on fait le projeté sur la droite D, donc il nous faut prendre un vecteur ici, Y, qui doit nous former une base orthonormale, donc il vaut mieux que ce vecteur soit normé. Et donc pour le calculer, on doit faire quoi? On doit faire Y scalaire EI, et ça va nous faire fois EI. Donc en fait, le projeté orthogonal ici, c'est, j'ai dit Y scalaire EI fois EI. Ok. Je dois faire la norme de ce truc. Pas fois EI, fois Y, pardon. Et donc, je dois faire la norme de ce truc. La norme, elle se comporte bien avec les scalaires. Ça fait sortir avec une valeur absolue. Donc je vais me retrouver avec valeur absolue du produit scalaire de Y avec EI. Et puis fois la norme de Y, mais Y étant supposé normé, ça fait 1. Et voilà, et donc ça veut dire qu'en effet, la distance, c'est bien ce que j'avais affirmé tantôt quand je me suis lancé dans le lemme, c'est-à-dire que c'est la valeur absolue du produit scalaire de Y avec EI. Et j'espère qu'avec l'image, vous comprenez vraiment bien pourquoi, en effet, c'était intéressant de prendre le produit scalaire de Y avec EI. Donc voilà, il a fallu quand même pas mal de recul pour comprendre que cet exercice pouvait se généraliser dans ce cadre bien plus précis, avec ces espaces pré-hypertiens et tout ça. Alors quand je dis plus précis, c'est finalement plus général, et vraiment comprendre qu'est-ce qui faisait fonctionner le truc. Et pour vraiment se rendre compte, en tout cas quand j'ai fait l'exercice de mon côté, parce que l'élève qui m'a proposé cet exercice,
ne m'a pas donné de correction. Alors peut-être qu'il en aura donné une en voyant cette vidéo, il m'en aura peut-être envoyé une en donnant cette vidéo, mais du coup je me suis lancé à faire l'exercice par moi-même, et pour essayer d'avoir une idée, j'avais fait un petit dessin pour voir qu'est-ce qui se passerait si je prenais n'importe quelle droite, et c'est comme ça que j'ai réussi à conclure, en tout cas l'idée de ce lemme en fait. C'est comme ça que j'ai pu avoir l'idée du lemme. L'idée de ce lemme est venue en faisant un petit dessin en 2D. Je vais m'amuser à le faire ce dessin, parce que je pense que ça peut vous permettre de voir vraiment qu'est-ce qui a été déclencheur, et qu'est-ce qui m'a permis de vraiment avoir l'idée de généraliser cet exercice. Donc l'élément déclencheur, c'était en faisant un petit dessin en 2D de ce qui se passe. Donc je vais avoir mon cercle ici, donc là disons ça pourrait être la base orthogonale, parce qu'il m'avait donné une base canonique sur R2, donc je rappelle, c'est pour ça que je fais ce dessin là. J'ai E1, E2, il m'avait fait alors je me suis amusé à faire un cercle de rayon exactement 1 sur racine de 2 ici, puis 1 sur racine de 2, alors bien sûr je les ai très mal fait mes cercles, mais l'idée c'est qu'il y avait juste un point de contact qui se faisait, et ce que j'avais remarqué c'est qu'en prenant n'importe quelle droite, qui passait par 0, 0, en prenant n'importe quelle droite, je remarquais que j'allais intersecter un seul des deux cercles et pas l'autre. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon bah ça veut dire qu'il doit y avoir moyen d'expliquer que normalement la distance entre cette droite et n'importe quel i, ça ne pourra pas être respecté. Et c'est comme ça que je me suis lancé en me disant, ok, bah la distance de h, ça doit pouvoir se donner avec le théorème de représentation de Riss. Donc j'ai joué avec les formes linéaires comme il faut, et en jouant avec les formes linéaires, et en prenant le bon vecteur, donc en fait la forme linéaire m'est venue un petit peu plus tard, mais avant j'avais écrit les équations carrément des droites, ou des plans, ou des hyperplans même, de manière encore plus générale. Donc si je prends une équation cartésienne qui définit l'hyperplan, qui correspond exactement, regardez le noyau d'une forme linéaire finalement, et bien en faisant ça, je me suis rendu compte assez vite de quel pourrait être l'argument qui permet de conclure qu'en effet, si on prend un vecteur là-dedans et un vecteur là-dedans, on va forcément avoir une famille libre, parce que si c'était une famille liée, on aurait donc un hyperplan, et cet hyperplan, il va forcément être distant de plus de 1 sur racine de n d'un des vecteurs. Et c'est avec ces idées-là, cette idée que je vous ai montrée avec la distance de EI et tout ça, plus le dessin que j'ai fait ici, que j'ai pu vous amener cette preuve avec ce petit lemme qui vous dit qu'il existe bien un EI qui vérifie le contraire de ce qu'on souhaiterait. Bon voilà, je pense que ça conclut bien l'exercice, un petit peu plus court que d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques ou éventuellement d'autres idées d'exercices. Ça peut toujours être utile et ça sera pas forcément tout de suite, mais peut-être dans un mois ou deux, je pourrais y revenir et me dire allez, on va attaquer ces exercices. Donc vraiment, n'hésitez pas à le faire, à le mettre en commentaire de n'importe quelle vidéo. S'il y a une idée qui vous vient à la suite du visionnage d'un exercice, ça me fera vraiment très plaisir de voir ces exercices proposés. Comme d'habitude, ici, ça sera pour me soutenir, ici, ça sera pour vous abonner, n'oubliez pas la petite clochette, et puis de nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien, et à très bientôt. Salut à tous!